Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est à nouveau celui de l'IA. L'IA comme source d'une nouvelle inflation peut-être pour nos économies, pour les banques centrales, pour les marchés également. On va en parler avec Vincent Chaillet, le directeur des investissements d'H2O Asset Management à mes côtés en plateau. Vincent, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Oui, on va parler du thème de l'IA, mais de manière un peu plus globale, qu'est-ce que la perspective de réouverture d'Ormuz, qui semble être une hypothèse moins fragile, plus solide aujourd'hui, même si on n'est jamais à un revirement près dans ce genre de négociations, mais le marché achète cette idée. Est-ce que vous aussi? Et qu'est-ce que ça ouvre ou qu'est-ce que ça réouvre comme perspective, notamment en termes d'équilibre macro? Comment est-ce qu'on découvre ou comment est-ce qu'on redécouvre le monde à l'issue de cette crise iranienne, Vincent? Bon, c'est une bonne nouvelle, évidemment. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde, pour le consommateur que nous sommes. Simplement, c'est quand même, ça ne sera pas si simple et rapide de revenir à la situation d'avant-crise. Il ne faut pas se tromper, l'accord, c'est quand même encore un peu compliqué d'arriver à ces conclusions. Il y aura beaucoup de réserves à reconstruire. C'est quand même entre 700 et 1000 millions de barils qui ont été reprises dans les réserves et qu'il va falloir reconstruire et donc racheter dans le marché. 1000 millions, ça fait 1 milliard, hein. C'est ça? Ouais. Non, baril, mais alors, et puis alors un baril, c'est gros, je crois. Et donc ça, il faudra les racheter dans le marché, et ça va forcément un peu faire un plancher sur les prix. Donc, ce sera difficile de revenir à la situation initiale. Et puis le trafic, même chose. Le trafic, c'est assez long de rétablir le trafic, les bateaux, ça prend du temps, etc., de les transporter. Et donc finalement, la retombée du prix du baril prendra quand même un peu de temps. Donc on a une pression à la pompe, qui va durer encore quelques temps. C'est encore quelques mois, là. Encore quelques mois, même si l'accord semble assez solide. Ouais. Mais on voit quand même, de ce point de vue-là, un choc énergétique qu'on va traverser. C'est ça l'idée quand même, Vincent? Quand même, oui, bien sûr. Du strict point de vue de l'énergie, le choc inflationniste, maintenant, il va revenir dans l'autre sens. On va voir les chiffres, la contribution de l'énergie à l'inflation se calmer un peu, bien sûr. Bon, et c'est là où on en vient à parler de l'IA. Si effectivement ce choc énergétique dans les indices d'inflation commence à s'effacer, à disparaître au cours des prochains mois et prochains trimestres, il y a peut-être un phénomène nouveau qui, en revanche, va monter et tendre encore un peu plus les prix. Tout ce qui se passe autour de l'IA. Avant d'être massivement déflationniste, une source de gain de productivité majeur, on a d'abord un phénomène inflationniste lié à l'IA. Mais exactement, oui, c'est vrai qu'à terme, c'est une excellente nouvelle pour tout le monde. C'est de la productivité, c'est de la croissance sans inflation. Le jour où cette révolution se met vraiment en place, en attendant, il faut investir, c'est des investissements considérables, des centaines de milliards, là c'est plus des millions, là c'est des milliards des entreprises américaines qui investissent, 400 l'an dernier, 800 cette année, 1000 l'an prochain, donc ce sont des montants considérables qui mettent la pression sur les prix, notamment les prix des composants. Et ça aussi, ça crée de l'inflation. On a pris dans l'inflation le choc des tarifs l'an dernier jusqu'au début de cette année. Ensuite, ce choc pétrolier. On a ce choc sur les composants informatiques qui vient s'ajouter. Chacun, séparément, ça passe. Ensemble, c'est quand même un choc assez sévère. Et puis, il ne faut pas se tromper. Sur ce choc de l'IA, c'est déjà plus gros que le pétrole dans la contribution de l'inflation. C'est quand même un peu là pour rester, à l'inverse du pétrole dont on parlait à l'instant, parce que ces boîtes, ces programmes d'investissement sur plusieurs années, elles vont pas s'arrêter demain, donc la pression sur la mémoire, les stockages, les semi-conducteurs, elle va durer. Et quand on fait des x3, x5, x8 sur ces composants-là, même s'ils sont pas très gros dans le panier de la consommation, ça a quand même, à la fin, vu les multiplicateurs, un impact assez sérieux. Il faut écouter Tim Cook, parce qu'à la fin de la journée, l'iPhone va coûter peut-être $250 plus cher. Exactement, c'est ça. Donc on se rend bien compte sur un objet du quotidien, on va le dire comme ça. Mis bout à bout, composant après composant, on arrive sur un prix de $1,000-$1,200 à $250 de plus. Exactement, et ça, pour le consommateur, les consommateurs que nous sommes, et en particulier le consommateur américain, qui est vraiment le plus exposé, ce triple choc d'inflation, après le prix à la pompe, dont il est déjà gros consommateur, et qui a pris les 30-40% de hausse, là il prend la hausse des prix des téléphones, des iPhones. C'est très sérieux pour son pouvoir d'achat. On a quand même des rythmes, mine de rien, on est sur le mois de mai, on est à plus de 8% d'inflation. Annualisé. Alors évidemment, c'est sur un mois. Sur la marque du mois de mai annualisé, on est sur un rythme de 8%. Il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est juste un mois. Mais enfin, quand on a des salaires qui augmentent en même temps de 3,5%, et qu'on se dit que ça pourrait durer encore quelques mois, avec cette pression, le baril du pétrole qui redescend pas si vite, les composants qu'il faut acheter encore pendant plusieurs trimestres, peut-être plusieurs années pour ces sociétés-là, la pression sur le consommateur, elle va pas s'arrêter demain. C'est quand même une pression
qu'on n'a pas vu historiquement en dehors des récessions. Hein. Donc c'est un choc assez sérieux pour le consommateur américain. On n'en parle plus du consommateur, Vincent. Non, mais parce que tous les regards sont focalisés sur l'IA, que l'IA génère peut-être la moitié de la croissance américaine aujourd'hui, que l'IA génère des effets de richesse monstrueux. C'est plusieurs milliers de millionnaires et multimillionnaires d'un coup quand une entreprise comme SpaceX s'introduit en bourse. Les salariés de Samsung ou de SK hynix sont pas loin d'être aussi millionnaires avec les primes qui leur ont été versées. Donc on ne voit que ça. On a l'impression que finalement le consommateur américain, pour lui tout va bien. Vous dites la situation est quand même beaucoup plus compliquée. En tout cas, mérite un peu plus de finesse d'analyse que simplement cette grosse maille. Oui, tout à l'heure vous discutez de l'exceptionnalisme américain. Oui, c'est vrai qu'il nous a jamais vraiment quitté cet exceptionnalisme, cette capacité incroyable des États-Unis à entraîner leur propre modèle dans lequel les marchés jouent un rôle considérable. Et tant qu'on a les marchés, on a la confiance. Tant qu'on a la confiance, on consomme plus qu'ailleurs. C'est ce qu'on voit depuis le choc de ce printemps, où c'est le seul pays au monde où le consommateur a consommé, mais même pas autant plus qu'avant. Donc, on voit bien cette force extraordinaire. Simplement, c'est quand même, ça devient un peu plus spéculatif. C'est-à-dire que là, le consommateur américain est obligé de taper dans son épargne. Quand l'inflation monte plus vite que ses revenus, il faut qu'il réduise son épargne. Il est obligé de miser sur la bourse. Il est obligé de croire que son patrimoine va continuer à augmenter avec les marchés financiers. Alors, tant que ça fonctionne, évidemment, pas de problème. Le calcul est bon. Ouais. Il en a beaucoup, il est très investi. Mais évidemment, ça dépend du fil de la bourse, qui se trouve de surcroît être un fil de plus en plus fin, parce qu'aujourd'hui, c'est même plus la bourse, c'est un thème très particulier de l'intelligence artificielle. Donc aux États-Unis, aujourd'hui, tout repose un peu là-dessus. Qu'est-ce que, du point de vue de la Réserve fédérale américaine, comment cette situation peut-elle résonner, Vincent ? Je rajoute du point de vue de la Fed, dirigé par son nouveau président Kevin Warsh, que le monde des investisseurs est en train d'apprendre à connaître. On le connaissait déjà, il a un historique, Kevin Warsh, mais on découvre le Kevin Warsh de 2026, le Kevin Warsh président de la Fed. Est-ce que c'est à la Fed, justement, de se montrer vigilante ? Est-ce que c'est le message qu'il a voulu faire passer lors de sa première communication ? Ou est-ce qu'il y a, dans le marché, des stabilisateurs automatiques qui permettent de réguler ce genre de cycle d'investissement historique, gigantesque. Oui, je dirais on va voir. Ouais. On va voir. Il a un job pas facile, là, parce qu'effectivement, il y a un dilemme assez sérieux où il y a une partie importante de l'économie qui ralentit, une autre qui, au contraire, accélère. Il est un peu pris entre les deux. J'ai envie de dire que si le marché et le consommateur ne font pas le job, il sera obligé de le faire lui. Donc soit on a un consommateur américain qui se dit après tout j'ai quand même une grosse pression, je réduis un peu ma consommation, comme ça a été le cas dans le monde entier, partout, avec ce qui se passe aujourd'hui. Soit à l'américaine, il le fait pas, peut-être le marché le fera, peut-être que ça sera le marché qui dira écoute, là quand même ça devient très cher, un peu plus risqué, il faut que j'attache une forme de prime de risque en gros à ce qui se passe. Mais si on n'a ni l'un ni l'autre, à la fin, la Réserve fédérale sera bien obligée de faire le boulot et de monter les taux. La réponse, vous l'attendez à quel horizon de temps, Vincent ? Ça se joue quoi ? Dans les mois qui viennent ? Ça se joue sur plusieurs trimestres ? Ça peut se jouer dans les 2 années ? La Réserve fédérale, elle va se donner le temps d'observer cette inflation dont on parle, qui va être un peu plus redescendre peut-être un peu moins vite, un peu moins fort que pour revenir au niveau d'avant-crise. Ça va prendre un peu plus de temps. La Réserve fédérale va observer ça, évidemment. Elle va se donner le temps, elle ne montera pas les taux demain. Mais enfin, la fenêtre, c'est que d'ici probablement 4-6 mois, là, il faudra dresser un diagnostic. Parce que là, on saura si l'euphorie continue et que l'économie risque la surchauffe, ou au contraire, le consommateur est un peu rentré dans le rang, les marchés se sont calmés, et là, évidemment, ils n'auront pas à intervenir. Mais de manière paradoxale, je ne sais pas si c'est votre sentiment ou l'analyse que vous faites, il y a plus de résilience peut-être dans l'économie européenne aujourd'hui, quand bien même le rythme de croissance est très mou, très médiocre, que dans une économie américaine telle qu'elle est structurée au moment où on se parle. Oui, alors après, ça part aussi du fait que quand on n'a pas de croissance tellement au départ, on part de pas très haut. On peut pas tomber très bas, quoi. Voilà. Mais il y a un peu de ça. C'est vrai qu'en Europe, on a une réserve d'épargne considérable qui permet d'absorber ce type de choc. Simplement, c'est aussi la force de nos faiblesses, la faiblesse de nos forces. C'est-à-dire que ça protège des chocs, mais ça veut aussi dire que l'épargne européenne, elle est complètement congelée, sclérosée, en fait. Elle travaille pas. Donc, elle nous protège, mais en même temps, elle apporte pas de financement de l'économie, d'investissement, donc toute l'innovation et la croissance qui va avec, que les Américains savent si bien
faire, c'est-à-dire faire travailler cette épargne pour entraîner l'économie. Voilà, l'exception américaine, elle est là. Aujourd'hui, elle atteint peut-être une zone qui commence à être excessive, qui commence à être... Ils augmentent l'effet de levier qui est derrière. C'est en ce sens que ça devient un peu plus risqué, spéculatif. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça fonctionne. Tant que la confiance est là, ça tient. Ce fil de l'IA, tant qu'il tient, effectivement, on peut avoir une économie américaine qui entretient le modèle quelque temps. Avec un risque quand même à un moment que cette partie la plus fragile des consommateurs, parce qu'on a beaucoup décrit aussi cette économie en cas. L'économie américaine a toujours été en cas, mais c'est un cas qui s'est visiblement encore exacerbé de manière spectaculaire. Pour le dire simplement, la consommation des 1%, à un moment, ne suffira plus peut-être à tenir le reste de l'économie et du marché. C'est un peu le risque, le fil est de plus en plus fin. Et donc, effectivement, ça devient toujours un petit peu plus risqué de faire tenir l'économie sur une partie qui est de plus en plus spéculative et de plus en plus petite. Voilà ce qui se présente aux États-Unis aujourd'hui. À chaque ensuite investisseur d'en apprécier le risque. Mais enfin, ce risque, il augmente. Oui, il faut avoir conscience de ce risque aujourd'hui quand on investit sur le marché américain. Merci beaucoup à Vincent. Vincent Chaillet qui était avec nous pour parler de ce phénomène d'AIflation, l'inflation générée par ce cycle d'investissement historique tourné vers l'intelligence artificielle. Vincent Chaillet, directeur des investissements d'H2O Asset Management, avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse que vous pouvez retrouver bien sûr comme toutes nos autres émissions en replay sur bismart.fr.